Pour cette conférence, donc les intervenants, M. Gomez et M. Valentin, qui interviennent actuellement sur le site de l'OUB. Comme je crois que ça fait combien de temps, M. Valentin? Eh bien, ça fait à peu près 4 années, soit qu'on revient sur Vic-Verac. En période estivale, pendant l'été, donc avec quelques scientifiques et des étudiants qui sont présents dans la salle également. Allez, je vous laisse. Oui, bonjour à tout le monde. Merci de nous recevoir ici chez vous. Donc, on profite un petit peu de cette soirée pour vous présenter les résultats qu'on a obtenus et qu'on obtient avec le travail de recherche que je fais avec Bernard Gomez, qui est un collègue qui travaille sur l'émergence des plantes à fleurs. Et ça fait 4 ans que nous sommes sur votre commune, dans la carrière de bauxite précisément. Et ce soir, on va vous présenter une première partie avec moi et une deuxième partie qui présentera un petit peu le paysage forestier, marécageux, avec toutes ces plantes, toute cette diversité que l'on extrait sous forme de blocs où on trouve des feuilles fossiles. Mais dans ces blocs gréseux, on peut retrouver aussi des restes osseux. Et là, vous avez une vue un petit peu emblématique pour Vic-Verac. C'est une vue d'un étang très, très large, un petit peu comme une grosse lagune. Et au bord de ce rivage, barbote un ankylosaure, c'est la famille des Nodosauridés. Et justement, à 80 millions d'années, à Vic-Verac, on a publié un reste de ce dinosaure qui s'appelle le Structiosaurus languedociensis, c'est-à-dire du Languedoc, et Structiosaurus, ça veut dire lézard autruche. Alors il est couvert de plaques dermiques que vous voyez sur le dos. Ces ostéodermes, ce sont en fait de l'os. Par-dessus, il y a une peau, une cuirasse. Par contre, il a plein d'épines qui lui servent de défense et de protection. Alors, ce sont des petits animaux, on reviendra dessus, par rapport à sa taille, par rapport aussi à son intérêt en Europe, parce qu'on retrouve ce taxon uniquement dans le sud de la France, et c'est le fossile type, le fossile qui permet en fait d'être l'objet de référence qui a été publié sur ce fossile découvert à Vic-Verac. Alors je me présente Xavier Valentin de l'Université de Poitiers, du laboratoire Paléovoprime, et aussi responsable de l'association Palaios. Alors pourquoi une association? C'est que lorsqu'on fait des fouilles, eh ben, on peut trouver des choses, mais aussi il faut essayer de trouver un petit peu d'argent. Et donc c'est plus facile de travailler aussi avec, en tant que responsable d'association avec les départements pour obtenir des subventions. Et là-dessus, la mairie de Vic-Verac soutient énormément notre projet de recherche. Et depuis 4 années, on peut venir travailler 5 jours par an. Là, cette année, on a ciblé sur 7 jours. C'est suffisant parce que vous le verrez par la suite, il faut extraire le matériel, l'étudier, le préparer et surtout le ramener au sein des collections de l'Université de Poitiers. Alors les partenaires, Bernard Gomez, je ne vais pas le citer, il est là, il interviendra tout à l'heure. Xavier Pereda Superviola de l'Université de Bilbao en Espagne, qui travaille justement, faut appuyer là, qui travaille en fait sur cet ankylosaure. Et Géraldine Garcia de l'Université de Poitiers qui travaille sur un groupe de tortues fossiles qu'on trouve sur le gisement. Alors les partenaires, la mine de bauxite, la mairie, les universités et bien sûr le groupe géologique de Narbonne qui est un petit peu un appui logistique parce qu'il y a un groupe de passionnés qui viennent aussi aider dans la journée pendant les fouilles et aussi bien sûr sans oublier, vous voyez une photo de l'équipe, Adrien Thierry de Vic-Verac et Laurent Petit de Vic-Verac. Alors le contexte géologique, il est simple mais intéressant, parce que Vic-Verac est en fait situé dans un bassin
Crétacé supérieur, c'est un grand creux. Et le Crétacé supérieur, c'est cette partie verte là, on est dans le haut du Crétacé supérieur, dans le Campagnen, c'est 80 à 82 millions d'années. Donc Villeveyrac, on a pu le dater grâce à des prélèvements des carottes dans toute la série. C'est une vue de l'Olivet, mais on a aussi continué au niveau de l'Olivet, dans une partie plus à l'est. On a fait un carottage et on a fait en fait une datation par paléomagnétisme, c'est-à-dire que selon l'écorce terrestre, les pôles changent suivant les millions d'années et on peut avoir des courbes d'enregistrement et suivant ces courbes, on peut stipuler un âge de temps. Donc Villeveyrac est dans le Campagnen et le Campagnen, c'est un étage du Crétacé supérieur, cette partie-là. Alors là, vous avez une vue générale du site de l'Olivet. Ça remonte à peu près dans les années 2000-2001, voilà, avec une excavatrice. Le niveau à os qui est là, donc vous voyez qu'il y a un pendage, et à chaque fois qu'on va se déplacer, les eaux vont monter, puisqu'on est en bordure de bassin. Là, sur la mine, ils extraient la bauxite. Cette bauxite est plus ancienne que les couches où on travaille. C'est-à-dire que la mine extrait la bauxite, en fait, va enlever les terrains du Crétacé supérieur pour après récupérer la bauxite. Alors là, vous avez une carte géologique. Vous voyez qu'à peu près, le bassin fait plusieurs kilomètres de long et autant de large. Alors un petit peu d'historique, parce qu'on ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Donc le premier, en fait, la première personne qui a signalé des ossements dans les niveaux bauxitiques, qu'il appelait en fait niveau bauxitique fossilifère, c'est M. Blücher en 1872. Et il a trouvé, en fait, il a publié dans une revue scientifique, des restes en fait de grands sauriens. Donc à l'époque, à la fin du 19e siècle, les grands sauriens, en fait, ce sont des dinosaures qui ressemblent à des crocodiles. Et ces mêmes dinosaures ont été trouvés du côté de l'Angleterre, vers Londres. Et justement, c'était une petite compétition scientifique entre les Français et les Anglais. Donc ces ossements, en fait, étaient apparentés à des iguanodons, comme l'iguanodon de Mantel, dans les mêmes tranches de temps. Et M. Blücher, en fait, a montré après ces os à M. Gervais. Voilà. En 1877, M. Gervais a en fait étudié ces ossements et s'est aperçu qu'en fait, c'était des ossements qui étaient comparables à un dinosaure qu'on appelle Ratodon, qu'on avait trouvé quasiment dans la même période du côté de Rognac et de Marseille, pendant des travaux ferroviaires du tunnel de la Nerte. Donc les découvertes ont été confrontées entre Philippe Materon en Provence et Gervais pour les fossiles de Villeveyrac. Alors tous ces fossiles anciens ont été trouvés pendant l'aménagement ferroviaire aussi. Alors Paul Gervais est un professeur de la faculté des sciences de Montpellier. Il a été le doyen. Après, il a été professeur à la Sorbonne et au Muséum de Paris. Donc c'était quand même un personnage illustre et phare pour l'époque. Villeveyrac aussi, ces mêmes ossements ont été aussi encore examinés quelques temps après, en 1947, je crois, par Philippe de Lapparent, Albert Philippe de Lapparent. Donc sa date de naissance, 1905-1975. Et là, vous avez une photo ancienne. Philippe de Lapparent est ici, à gauche. Et à côté de Bergougnou, c'est un spécialiste des tortues fossiles. Donc Philippe de Lapparent était directeur de recherche au CNRS. À l'époque, c'était pas rien. Là, vous voyez un extrait de notes où on retrouve un petit peu ces mentions paléontologiques de ces os décrits de Villeveyrac appartenant à des rhabdodons. Alors, avant de travailler en fait sur l'Olivet, on a fait un travail avec Géraldine Garcia sur une série un peu plus grande. Ça s'appelle le synclinal de Villeveyrac-Metz. Certains disent Metz-Villeveyrac, mais c'est Villeveyrac-Metz.
Et on a fait un relevé de terrain, niveau par niveau. Voilà. Niveau par niveau. Et vous avez le log synthétique général, ça fait 70 mètres d'épaisseur. Vous reconnaissez un petit peu des localités proches de Metz et de Villeveyrac. Et dans ces localités, on a des séries argilo-calcaires gréseuses avec des restes de dinosaures, mais sous forme d'œufs. Alors, les œufs, ce n'est pas considéré comme des fossiles, on va dire, comme des vertébrés, ce sont des coquilles d'œufs. Et on a pu réaliser en fait une analyse de ces œufs. En fait, on a établi une paraxylsonomie, qui étudie la microstructure des œufs et l'ornementation des œufs. Alors vous avez beaucoup d'œufs qu'on peut voir à la plaine des dinosaures. Et là, ces œufs sont des œufs sphériques qui font à peu près 21 cm. Et à une coquille qui fait à peu près 2 à 3 mm d'épaisseur. Ce sont des mégalolitus apparentés à des œufs de sauropodes, des formes de titanosaures. Par contre, sur la carrière de Villeveyrac, les titanosaures, on ne les retrouve pas. Pourtant, ils devraient y être. C'est à cause en fait de la localisation qui est très marécageuse. C'est plutôt un lac. Et donc, ces grands sauropodes ne devaient pas fréquenter un petit peu ce secteur, étaient plutôt dans les plaines du côté de Metz et dans l'arrière, on va dire, dans l'arrière-pays. Alors, il y a plusieurs types d'œufs qui ont été trouvés. Là, vous avez le Prismatolitus caboti. C'est un petit œuf de dinosaure aussi, mais de type carnivore. Vous avez une représentation sous forme de dessin issue de la publication, une vue externe de la coquille en face dorsale. Vous voyez qu'il y a des petits mamelons, on appelle ça des nodes. Une coupe de la coquille d'œuf, vous voyez les unités cristallines, et une image de ces unités cristallines sous microscope électronique à balayage qu'on appelle le MEL, et on peut voir un petit peu des lignes de croissance qui forment cette coquille. Alors, le bassin de Villeveyrac-Metz est très riche en plaine où il y a des œufs de nidification. Alors on va revenir un petit peu sur le chantier de fouille, l'endroit où on extrait les fossiles. Donc vous avez un dessin un petit peu sommaire qui place un petit peu le front de taille où on travaille. Donc il y a une alternance d'ossements, de graines et de feuilles. Donc c'est pour ça que Bernard et moi, on travaille sur cette section parce qu'on a un petit peu tout l'assemblage de la biodiversité qu'il y avait sur ce bord de lac. Donc c'est des accumulations de bois transportés, de restes osseux, de dents, de feuilles, de tiges, de bivalves luliaux, c'est un petit peu comme des moules de rivière, Gastéropole cyclophorus, vous en avez un exemple, ça ressemble un petit peu à un hélix. Voilà. Donc ça, ce sont des animaux, des invertébrés terrestres, ça c'est un invertébré du calcicole qui vit dans de l'eau douce. Une vue un petit peu d'un fouilleur avec le casque, les équipements de sécurité, chaussures de sécurité. Alors ce cortège d'animaux qu'on trouve sur le site indique un environnement d'eau douce qu'on appelle du calcicole. Alors, je vais vous parler brièvement un petit peu des résultats lorsqu'on fait des fouilles, on extrait du matériel fossile. Là, c'est des restes de poissons. Donc, on a des petits restes de poissons. Là, c'est un palais supérieur avec des petites dents palatines, on appelle ça. Des restes de mandibules avec des dents un petit peu allongées, très, très bulbeuses, qui permettaient d'écraser un petit peu des animaux coriaces. Et là, une représentation de ce petit poisson. Et c'est des petits poissons qui faisaient à peu près 7 cm de long. Alors, pourquoi ils sont petits? Et normalement, ce poisson, Pycnodonte, Confère Facodus, c'est un article qui a été publié en 2020 par Cavin et l'équipe. Vous avez une représentation, ils devaient manger des petits animaux coriaces. Pourquoi ils sont si petits? Parce qu'on pense que ce sont des animaux adultes qui infondaient au milieu marin, ils devaient remonter les rivières et s'échouer un petit peu dans le lac de Villeveyrac. Des poissons un peu plus grands qu'on appelle poissons alligators ou gars,
c'est un fossile, mais par contre un représentant actuel qu'on peut retrouver en Amérique du Sud, au Brésil. Voilà, ce sont des lipizostéidés. Et là, on a retrouvé une partie, on va dire, articulaire qui se situe au niveau du crâne, le parasphénoïde. Là, vous avez aussi une représentation sous forme de dessin, des écailles qu'on trouve sur le gisement. Et ces écailles sont très épaisses, ça lui fait une armure de protection. Par contre, on a retrouvé une seule dent de requin d'eau douce qu'on appelle des zygomodontes. Alors, la représentation des reptiles est plus importante. Alors, ça va des batraciens. Donc, on a un reste on va dire de crapaud ancien, représenté par un frontal. On a des restes de crâne de tortue, on en a trouvé à peu près 3 ou 4. Voilà, ce sont des tortues d'eau douce, hein, aquatiques. Des restes de crocodiles de petite taille, à peu près 2 mètres de long, avec des dents broyeuses à l'arrière, des dents un petit peu plus en cuillère à l'avant. C'est un cynodon, voilà, et ce crocodile, ça appartient au groupe des alligators. Pour les tortues, on a découvert de grandes carapaces, vous voyez l'échelle. Voilà, cette carapace, elle fait à peu près 50 cm de long. C'est très très bien conservé, avec quelquefois, sur le terrain, on peut retrouver des plaques qui sont désarticulées. Souvent, c'est le cas. Sur ces tortues, on a un exemple là qui est mal photographié, c'est en fait un ostéocute, une petite plaque osseuse de protection qui sont situées sur la partie des pattes, qui lui sert en fait pour corps de protection. Donc il y a la carapace en protection et aussi quelques éléments dermiques sur les pattes. Donc ça, de retrouver ces types de tortues, c'est assez rare. L'intérêt avec Vivera, qui est un gisement de Vienne, c'est qu'on retrouve en Vienne aussi ces éléments assez nombreux avec le même type de tortue aussi sur un gisement qu'on exploite avec. C'est un chantier qui est en cours. Et un autre crocodile, Anodaposuchus, ce sont des dents un peu plus coniques, plus traditionnelles. Alors la spécificité de. Pardon. Le site aussi a livré un reste de reptiles. Normalement, on a un cousin marin qui s'appelle le tylosaure. Donc vous avez une représentation. Ce ne sont pas des dinosaures. Ils ont des palettes natatoires, là, comme vous voyez à l'arrière. Et on a retrouvé énormément de vertèbres, très larges, type varanoïde, comme un varan. Et cette appartenance, en fait, de varan, à l'allure un petit peu de reptile marin, en fait, c'est le premier reptile marin, on va dire, d'eau douce. Alors, il y a une discussion maintenant avec la découverte des petits poissons de petite taille. Peut-être que certains individus marins venaient s'échouer dans des lacs de refuge, comme celui de Vivera. Alors, les dinosaures le plus courant sur le territoire, c'est le rhabdodon. Donc quelques éléments sous forme de moulage. Vous avez une vertèbre caudale, une scapula. La scapula, c'est l'os de l'avant du bras, ou omoplate. Une reconstitution de cet animal. C'est un iguanodon, hein, comme j'ai dit tout à l'heure historiquement. Voilà, ça a des dents un petit peu cannelées. Rhabdodon, ça veut dire dents cannelées en grec. On a retrouvé une mâchoire là, avec les emplacements, malheureusement. Elle est édentée, on n'a pas les dents. Une grosse dent là, qui fait à peu près 5 cm avec la racine. Donc ces rhabdodons étaient végétariens, mangeaient des végétaux, et Bernard vous montrera un petit peu la diversité des plantes que mangeait le rhabdodon. Alors, je vais vous raconter un petit peu, je vous montre rapidement les fouilles de 98, qui sont quand même un petit peu aussi l'enchaînement des fouilles qu'on mène ces dernières années. Alors, on a fait venir une excavatrice qui a descendu un petit peu la falaise en 98, et ça a été organisé en fait pour un stage de DEA à Montpellier. Et c'est pendant ce stage, moi je suis derrière, on ne voit pas. On a en fait plâtré un gros élément d'argile et de grès, et là-dedans on voyait
une hanche affleurée ainsi que des côtes. Vous voyez les côtes qui sont ici, là. Et après dégagement, on a vu que c'était un bassin complet, donc c'est le sein sacrum. Les deux ilions, c'est les hanches, droite et gauche. Et on a retrouvé des vertèbres en dorsale quasiment en connexion. Et ça, ces deux éléments, ce sont les ostéodermes, justement les plaques osseuses de l'ankylosaure de Villers. Alors voici une vue un peu plus synthétique et descriptive justement du bassin de Villers, de cet ankylosaure. Vous voyez que c'est très très bien conservé. Il y a une dizaine de vertèbres en connexion. Les ilions ici sont dessinés. Et bon, après, il y a des termes qui permettent de décrire un petit peu ce bassin fossilisé. Et c'est un holotype, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui permet en fait de nommer en fait ce nouveau dinosaure, Struthiosaurus doscindis. Ça a été étudié par Garcia et Pereda en 2003. Donc Struthiosaurus, c'est lézard autruche du Languedoc. Alors le critère descriptif qui a permis de publier ce nouveau taxon, c'est en fait la position de l'ischyon qui est vraiment vers l'arrière. Alors une vue aussi des vertèbres dorsales avec les côtes fusionnées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une fusion avec la côte.